Yo les cuistots, bienvenue sur Food Kitchen, le média qui vous cuisine pas que la Ligue 1, mais aujourd'hui ça va être la Ligue 1 et surtout une des légendes de Ligue 1, Monsieur Steve Mandanda. Et je vais pas le faire tout seul. J'y aime bien dire que je kiffe parler de gardiens, c'est vrai, surtout quand ils sont grands, surtout quand ils sont congolais. Voilà, il faut commencer par là, faut mettre le cadre. Voilà. Faut mettre le cadre. Et donc, j'ai décidé de le faire, pas tout seul. Enfin, j'ai décidé, c'est pas que j'ai décidé, mais on a l'immense honneur cette saison de pouvoir parler football, non pas avec juste un simple fan de Marseille, mais un grand, un très grand analyste fin du football français et de Navarre. J'ai l'honneur du coup d'accueillir mon bon Polo. Comment tu vas, Paul? Ça va super et toi? Merci Nathan pour l'invitation, c'est très cool. Ça fait plaisir de pouvoir parler effectivement football et comme tu l'as dit, de souligner un petit peu en hommage la carrière d'un grand monsieur, d'un grand joueur qui pour moi aura quand même marqué, on va dire, les fans de foot de ces 15-20 dernières années. Donc c'est cool que tu aies pu justement faire une vidéo à ce sujet, c'est très cool. Ouais, avec grand plaisir, avec grand plaisir. Et justement, aujourd'hui, on va parler on va essayer de savoir si Steve est juste un grand gardien de Ligue 1 ou même une légende en fait du foot français. Est-ce que c'est une légende de Ligue 1 ou est-ce que c'est une légende du foot français? Et forcément, pour un peu recontextualiser le bonhomme, j'ai juste donné quelques lignes de son CV qui est quand même immense. Donc du coup, c'était bah, c'est 35 sélections, une Ligue 1, deux trophées des champions, trois coupes de la Ligue, 613 matchs pour l'Olympique de Marseille. Il a été élu meilleur gardien de Ligue 1 cinq fois. Je pense que ça doit être parmi les records, ou en tout cas, il est dans le top, en tout cas, des gardiens qui ont été le plus élus, le plus de fois. Donc voilà, c'est vraiment les grandes lignes, mais on pourrait citer beaucoup d'autres. Je pense qu'il a été élu c'est le quatrième gardien à avoir été élu meilleur joueur du mois, après Barthez, Coupé et Jérémy Janot. Donc ça le met quand même dans un certain cercle fermé. Donc du coup, j'ai l'impression que légende de Ligue 1, on va peut-être sûrement vite être d'accord et on va voir du coup si plus que ça, c'est aussi possible. Donc écoute, moi on va peut-être, je vais peut-être te proposer d'aller directement dans le vif du sujet. Mais juste avant ça, quand même, je vais quand même te laisser te présenter et expliquer en fait ta relation avec le foot, expliquer le club que tu oses supporter. Comme ça, tout le monde sera au courant. Dis-nous Pour tout. m'abattre, pour m'abattre. Dis-nous tout. Mon rapport avec le foot a commencé il y a presque 20 ans. Il a commencé avec la Coupe du Monde 2006, qui était un très bel événement. Et la preuve encore aujourd'hui, c'est que je vois fleurir le débat depuis quelques années, comme quoi c'était peut-être l'une des plus grandes Coupes du Monde qui a eu lieu, puisque c'était ça où il y avait toutes les Dream Teams et où toutes les nations étaient fortes. Et forcément, en tant que Français, c'est une Coupe du Monde qui a été marquante, même si elle finit mal. C'est peut-être aussi dans ça qu'elle est marquante, parce qu'on passe vraiment par toutes les émotions. Donc moi, en tout cas, ça a été mon entrée dans le foot. Donc pas de pédiluve, tu vois, c'est des grands bassins directs, Coupe du Monde 2006, avec Ribéry, Zidane, Thierry Henry et j'en Ah passe. ouais. Et, euh, et effectivement, je suis depuis également 2006 fan d'un club de foot situé dans le sud de la France. C'est pas Lille, C'est c'est pas pas, l'Or. c'est pas Lille, c'est pas Lille, c'est pas Monaco non plus, c'est pas Nice non plus. C'est voilà, c'est dans la même zone et c'est pas évident tous les jours, mais ça s'appelle, c'est justement là la fidélité, c'est que si tu tombes amoureux de ce club et t'en restes amoureux quoi qu'il arrive. Voilà. Donc ça fait 19 ans que je suis supporter de l'OM et et que de manière générale, mon rapport au foot, alors j'aime beaucoup le jeu, évidemment, j'aime beaucoup la tactique, mais j'aime surtout comprendre un peu l'écosystème qui régit le football autour. Hmm. J'aime beaucoup comprendre un peu, par exemple, durant le mercato, ce qui m'a intéressé, c'était davantage le feuilleton des droits TV, Hmm. plus peut-être que savoir que tel joueur va aller dans tel club, etc., Hmm. pour tel montant. C'est plus, voilà, c'est toute la construction un petit peu même, j'ai envie de dire, sociétale qui Hmm. se fait autour du football et peut-être même, je dirais, l'impact socio-économique et même Hmm. presque géopolitique. Voilà, moi, c'est ça Ouais. qui C'est ça. m'intéresse le plus. Mais je suis quand même apte à parler voilà, de qualité. Du coup, toi, c'est pas vraiment le but de Basile Boli contre la l'AC Milan qui t'intéresse, mais c'est de savoir comment Bernard Tapie a acheté les personnes, quoi. Voilà, c'est sûrement ça. C'est ça.
Voilà, c'est-à-dire quelle était la transaction? Est-ce que c'était en euros, en anciens francs? Voilà, voilà. Est-ce qu'il y avait une commission, toi, une charge? Enfin, voilà, c'est moi, c'est Très bonne série voilà, d'ailleurs sur Netflix. Je sais pas si vous l'avez suivi, très bonne série sur Netflix de tapis. Excellente d'ailleurs. Qui fait un avec aspect qui fait un zoom sur. ouais, avec comment il s'appelle déjà cet acteur? Ah ouais. Euh, Écoute, bouge pas, je vais te le trouver. Et pourtant, c'est un très grand acteur. oui, Laurent Euh, Lafitte, Laurent Lafitte, Laurent Lafitte. Laurent Lafitte. Ouais, c'est bon. Ah, merci beaucoup, merci beaucoup. Bah voilà, donc du coup, c'est une petite entrée en matière juste pour connaître un peu le bon Polo, pour savoir un peu qui il est, parce qu'on te reverra hein, beaucoup plus souvent, pas que Ah, sur le M. bien sûr, mais non, pas que Euh, sur l'OM, évidemment. voilà, sinon, Le, on va, le, on va... le, 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 le moins possible, même, je l'espère, parce que Mais écoute, quoique, à l'heure où on a parlé, belle victoire contre l'Orient, hein, quand même. Voilà, faut le dire, juste pour contextualiser ouais, d'ailleurs. Voilà. c'est vrai, c'est Mais, vrai, euh, c'est vrai. mais Comme donc, ça, du du coup, coup, voilà. vous savez quand est-ce que l'épisode a été tourné. Exactement, exactement. Du coup, aujourd'hui, on va parler de Steph, du bon Steph. Écoute, je, je, je vais commencer pour te laisser la parole. Ensuite, parce que moi, mon argumentaire, en fait, pour ceux qui nous suivent depuis déjà un petit temps, j'ai déjà un peu parlé de Steve Mandanda. On a déjà fait un top 10 des gardiens de Ligue 1, de l'histoire de Ligue 1, enfin un top 5 de l'histoire de Ligue 1 avec JB, avec Arthur. Et moi, Steve Mandanda, je l'avais mis quatrième. Ne crions pas trop vite, parce que JB ne l'avait même pas mis dans ce top 5. Scandale. On accepte. JB, si tu nous écoutes, on t'apprécie, on t'embrasse. Et ensuite, Arthur, du coup, je pense qu'il avait mis numéro un même. Autre scandale, mais Arthur, si tu nous suis, merci beaucoup, bonne soirée. Mais maintenant, pourquoi est-ce que moi je l'ai mis quatrième? Pour moi, en fait, c'est une légende de Ligue 1, mais ce n'est pas plus que ça. Pourtant, ça m'a fait réfléchir, ça m'a fait douter, euh, mais j'ai l'impression que Steve Mandanda, c'est un immense gardien de Ligue 1, euh, immense parade, grand capitaine. Il a réussi ce que peu de personnes à Marseille ont réussi, c'est d'être stable. Et ça, pour moi, c'est déjà un immense accomplissement. Il n'a pas fallu d'attendre Longoria pour voir l'OM être un chaudron dans lequel rester 2 ans, c'est déjà un exploit. C'était déjà comme ça avant. Et pourtant, il a réussi à s'imposer, à être capitaine, capitaine indiscutable. J'ai fait son palmarès. Son palmarès, c'est que à l'OM, sauf pour les 35 sélections. Mais je veux dire, même les sélections, c'est à cause de ses prestations à l'OM. Maintenant, moi... allez, légende du foot français, ça me fait penser à Barthez, ça me fait même penser à Coupé. Et tu vois, j'ai envie de le mettre dans, allez, j'allais dire dans la case de Bernard, de Lama, mais peut-être pas, enfin, je sais pas, ça c'est encore à réfléchir, mais je trouve que Mandanda, ce qui lui manque, en fait, c'est des épopées, tant européennes qu'avec la sélection. Je regrette que quand, après l'Euro 2008, on lui ait donné les clés des cages, de l'équipe de France, il n'a pas réussi à saisir l'occasion, et lui-même le reconnaît. Il le reconnaît lui-même, il n'a pas réussi à prendre l'occasion. Et depuis, Loris, en fait, qui était plus jeune que lui, je crois qu'il était plus jeune que lui, en tout cas, il a dépassé à vitesse grand V, même en étant à Nice. Donc pour moi, c'est un peu compliqué de me dire, elle était une légende, mais t'as pas réussi à t'imposer dans ta sélection. Mais tu peux ne pas t'imposer, parce que Grégory Coupé a été longtemps dans l'ombre de Barthez, mais je trouve que c'est une légende du foot français parce que j'ai en mémoire des épopées de l'OL en Coupe d'Europe. J'ai en mémoire sa domination de Coupé. Je trouve que Coupé, ça a été un des trois, quatre hommes de la situation du grand OL. C'était pas juste le gardien qu'on mettait. C'était pas Sirigu, quoi. Avec tout le respect que j'ai pour Sirigu, mais c'était pas Sirigu dans une équipe déjà pléthorique. Donc c'était quand même un immense rempart, un immense monsieur. Donc je trouve que ce qui manque à Mandanda, c'est le fait de ne pas avoir eu une histoire européenne à raconter à nos enfants, à nos petits frères et tout ce qu'on veut. Aussi bah, le fait que si je le mets dans la même catégorie qu'un Barthez qui lui a été carrément nommé au Ballon d'Or, ou qu'un Loris d'ailleurs, qui lui aussi je pense a été nommé je pense une fois dans sa carrière dans le Ballon d'Or, et puis même qui a eu des prestations incroyables avec l'équipe de France. C'est un peu compliqué, donc je m'arrête ici déjà. Pour moi, c'est pour ça que je ne peux pas le mettre plus que en Ligue 1, enfin légende de Ligue 1, là où bien sûr il est incontestable. Ok, non, bah effectivement, j'entends tes arguments. Bon, déjà, on est d'accord, toi et moi, pour dire que c'était une légende de la Ligue 1. Parce qu'effectivement, en tout cas, sur ce premier quart de siècle, ça reste un joueur emblématique. À part, je pense, certains joueurs du Grand Lyon des années 2000 et peut-être certains joueurs du PSG sur l'époque Qatari, je crois qu'il y a quasiment très très peu de joueurs, voire quasiment aucun,
qui ont passé autant de temps en Ligue 1. Ouais. Donc effectivement déjà, voilà. Et puis en jouant un rôle majeur, en jouant les premiers rôles, en étant dans un club qui faisait podium ou à minima se battait pour le podium, a même eu un titre de champion comme tu l'as dit. Donc voilà, je pense qu'effectivement à ce niveau-là, on est d'accord. Pour l'équipe, pour le mettre ça à une échelle un peu supérieure, c'est-à-dire légende du football français, déjà il faudrait voir un petit peu de quelle manière est-ce qu'on délimite le cadre Hum, de légende du football français. hum, Donc, j'entends effectivement, parmi certains arguments que tu as pu citer, le fait d'avoir des campagnes marquantes en Coupe d'Europe, le fait peut-être d'être titulaire dans son équipe nationale, le fait d'être au moins une fois nommé au Ballon d'Or, parce que ça prouve que dans ce cas-là, il y a eu au moins à un moment donné une saison où on a été à un assez bon niveau pour être top 30. Voilà, de toute façon, quand on a la liste du Ballon d'Or, on sait très bien que les trois quarts ne l'auront pas. hum. Mais voilà, on a décidé qu'il y aurait 30 noms. Donc, effectivement, ça prouve qu'à un moment donné, on est supposément amené à recevoir des votes pour le Ballon d'Or. Maintenant, est-ce que du coup, ce sont uniquement ces arguments-là, enfin en tout cas ces critères-là, qui selon toi font qu'on peut rentrer dans le débat légende du football français ou pas? C'est compliqué à dire parce que je pourrais me dire, dans ce cas-là, il y a beaucoup de personnes qui seraient disqualifiées et ça pourrait être injuste pour ces personnes. Et surtout que là, ce poste-là un peu particulier, c'est un poste un peu traite parce qu'il n'y a il y a qu'une seule place. Il n'y a vraiment qu'une seule place. Soit tu joues ou tu joues pas. Et je pense qu'il avait le niveau après 2008. On l'a vu en 2018 quand il a joué en équipe de France, en 2016. Il avait le niveau. Il avait le niveau pour être titulaire. Et peut-être on aurait été champion du monde aussi avec lui. Moi, je ne serais pas surpris que la France ait été champion du monde en 2018 avec Mandanda, ça m'aurait pas choqué. Mais il n'y a qu'une seule place. Donc, du coup, c'est un peu traite. Maintenant, les autres arguments, il peut y en avoir d'autres qui peuvent le faire rentrer dans la caste des grands joueurs français. Il doit y en avoir d'autres. Là, comme ça, j'ai l'impression que non. Surtout que je viens de penser au fait que même son transfert à l'étranger à Crystal Palace n'a pas été une réussite. Donc l'occasion de se montrer en dehors de la France lui a été offerte. Bon, il est un peu parti sur le tard, mais ça n'a pas été une réussite. J'aurais justement dit, si au moins tu réussis à l'étranger, peut-être que, mais même là, c'est pas le cas. Mais peut-être qu'il y a d'autres arguments, et donc, dis-nous tout. Non, mais effectivement, tu rebondis sur des choses qui sont très pertinentes. Le fait que déjà le poste de gardien de but est particulier, parce que comme tu as dit, il n'y a qu'un gardien qui joue, même s'il y en a trois Hum, en général dans une équipe. Et surtout, là où je vais même aller plus loin, c'est le mercato des gardiens également est très particulier. hum, Parce que le mercato des gardiens, en général, c'est assez rare qu'un gardien soit acheté une certaine somme et qu'il s'en aille dans un autre club. En général, ça va être un gardien qui va être dans une équipe secondaire, voire de milieu de tableau, qui est amené à un grand avenir. Et dans ce cas-là, on va le basculer vers un club de l'élite qui va proposer une offre, une indemnité de transfert qui est quasiment impossible à refuser pour le club d'origine. Donc ça, effectivement, déjà, ça met le contexte sur le fait que le mercato des gardiens est très particulier et qu'en fait, les choix de carrière des gardiens sont encore plus particuliers et plus difficiles que justement pour d'autres joueurs de champ. Après, pour Mandanda, on va retracer un petit peu très, très, très succinctement le parcours. Il faut savoir qu'à la base, il arrive à l'Olympique de Marseille pas comme un titulaire. Il arrive à l'Olympique de Marseille en 2007 en provenance du Havre, donc de Ligue 2, pour être la doublure de Cédric Carasso, qui à ce moment-là est censé être le titulaire indéboulonnable pour les années à venir. Coup du sort, il se trouve qu'après quelques journées de championnat, Carasso se blesse à l'entraînement pour 6 mois. Il n'y a pas le temps de chercher un nouveau gardien de classe, on va dire international, pas de classe mondiale, mais international en tout cas. Sachant qu'en plus, l'OM était amené à jouer cette saison-là, 2007-2008, le podium en Ligue 1, la Ligue des Champions et puis les Coupes nationales. Et finalement, Mandanda prend la place de Carasso. Et en fait, il va complètement briller. Il va briller, surtout qu'en plus, il ne joue pas que des matchs de Ligue 1. Et comme je le dis, il joue aussi des matchs de Ligue des Champions. C'est la fameuse année où, pour la première de Guéret, l'Olympique de Marseille va battre Liverpool à Anfield 1-0. C'est Mandanda qui est dans les cages. Donc, déjà, le début de parcours est assez invraisemblable pour quelqu'un qui était censé arriver dans un club en tant que doublure et qui se retrouve propulsé titulaire dans le club peut-être le plus médiatisé de France à ce moment-là, à égalité avec Lyon, on va dire. Et, euh, et en fait, il va s'imposer comme ça à Marseille. Il va faire une première saison qui va vraiment dénoter. Quand Carasso va revenir de blessure, bah, Mandanda s'est tellement imposé que c'est impossible de se débarrasser de Mandanda. Et, et effectivement, il est dans une période de Marseille où le club sportivement commence à se redresser, où l'OM fait plusieurs podiums d'affilée,
où il commence à titiller Lyon et Bordeaux pour le titre de champion de France, où économiquement ça va mieux, le club a été restructuré, où il y a beaucoup plus des mercatos qui sont beaucoup plus sérieux et pertinents, ce qui permet à l'équipe de se renforcer année après année, ce qui aboutit en 2010 au titre de champion de France avec Didier Deschamps comme entraîneur. Et puis, on va suivre une petite période un petit peu agitée où derrière, il y a la mort du propriétaire Robert Louis Dreyfus, le fait que du coup sa femme reprend le club mais ne veut plus forcément investir autant que son défunt mari. Il y a le PSG Qatari qui vient complètement rechanger un petit peu les cartes et les pronostics de la Ligue 1, puisque du coup on se retrouve avec un club qui a une dimension largement supérieure à tous ses concurrents. Lyon est un peu aussi dans le creux de la vague parce qu'ils sont en train de construire le stade et que du coup ils se basent beaucoup plus sur le centre de formation plutôt que sur un gros mercato pour essayer justement d'être fort sportivement. Et je sais qu'en 2013, Mandanda a l'opportunité d'aller à Monaco au moment où ils sont rachetés par le propriétaire russe, je crois que c'est Dimitri Ribolovlev, qui rachète l'AS Monaco. Et on se souvient bien de cet été 2013 complètement lunaire, où l'AS Monaco, alors promu en Ligue 1, achète Falcao, Joao Moutinho et James Rodriguez pour citer ces trois-là. Mhm. Et Mandanda a l'occasion d'aller à Monaco, puisque Monaco est intéressé, a envie de le recruter. Et à ce moment-là, il a 28 ans. Il est toujours doublure de Lloris. Il a quasiment tout connu avec l'OM. Et Monaco aurait pu être un choix très intéressant. Mais au final, il va refuser. Il va rester à l'OM, sûrement par amour du club, sûrement aussi parce qu'il était bien. C'est vrai que déjà, quand on est bien dans un club, on est moins tenté de partir ailleurs. Encore plus pour un gardien. Et sachant qu'en plus, cette saison-là, Marseille est qualifié pour la Ligue des Champions. Donc il a tout, quasiment en tout cas sur le court terme, il a tout intérêt à rester à l'OM puisqu'il y est bien. C'est un club qui est très médiatisé, qui s'apprête à jouer à la Ligue des Champions, donc tout semble aller pour le mieux. Bon, au final, peut-être il aurait mieux fait d'aller à Monaco, puisque derrière, Marseille termine sixième de Ligue 1, fait 0 points en Ligue des Champions, et Monaco va faire plusieurs podiums jusqu'à après arracher un titre de champion en 2017 avec Mbappé. Donc, quelque part, il y a aussi cette dimension-là à rajouter, c'est que les choix de carrière, de manière générale, sont toujours difficiles pour n'importe quel joueur, mais encore plus pour les gardiens. Et moi, je pense que cette bascule, cet été 2013, aurait pu donner une suite de carrière complètement différente à Mandanda. Tu vois, c'est comme les checkpoints dans les jeux vidéo. C'est-à-dire qu'il y a ce qui s'est passé avant, et ensuite, si tu enregistres la partie, derrière, il y a plusieurs choix possibles. Et là, il y a eu un enregistrement qui a été fait, et si derrière il part à Monaco, sa suite de carrière, je pense qu'elle est complètement différente. Mhm. Mhm. Clairement. Et oui, et malheureusement, alors heureusement pour les Marseillais et malheureusement peut-être pour Mandanda, il va pas à Monaco. Et du coup, il va rester dans un Marseille qui va petit à petit décliner sportivement, économiquement, ce qui va conduire même jusqu'à le fait que McCourt doive racheter le club, puisque Marseille va terminer à une catastrophique 13e place en 2016, va passer même proche, je crois, de la liquidation judiciaire. Et, euh, et derrière, c'est là, justement, en 2016, qu'il part à Crystal Palace pour tenter l'aventure anglaise. Comme tu l'as dit, c'est un petit peu sur l'étard. C'est vrai que même si un gardien, en général, est dans son prime entre 28 et 33, 34 ans, c'est vrai que changer de championnat, surtout pour aller en première ligue, alors que tu as passé plus de 10 ans en Ligue 2 et en Ligue 1, c'est particulier, c'est différent et c'est peut-être justement que ce changement de carrière intervient beaucoup trop tard. Peut-être que voilà, il fallait partir à Monaco à l'âge de 28 ans. Là, il part à Crystal Palace, sachant que c'est pas encore le Crystal Palace de maintenant, qui gagne des FA Cup, qui joue l'Europe avec il y avait qui comme joueur emblématique récemment. Il y avait Là, maintenant, là? oui, 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 oui. Là, du coup, tu as Il y du avait Gueye, t'avais Eze, bon, il est plus là, mais ouais, oui, ouais, t'as ouais, Madueke, ouais. pardon, qui est plus là non plus. Donc, ouais, t'avais ces gens-là. Bon, t'as encore Mateta, Ouais. t'as encore Lacroix, qui est le chouchou de JB d'ailleurs. Donc, ouais, ouais, t'as encore des gens, mais à l'époque, ils n'étaient pas là, c'est sûr. Oui, c'est sûr. Donc effectivement, déjà, le standing de Crystal Palace était un petit peu différent. Et de mémoire, il me semble qu'il commence bien avec Crystal Palace et en fait, il se blesse. Et à nouveau, en fait, c'est-à-dire que s'il lui arrive exactement ce qui est arrivé à Carasso 10 ans auparavant, c'est-à-dire que là, c'est Mandanda qui se blesse assez tôt dans la saison. Et en fait, on laisse l'autre gardien prendre la place. L'autre gardien a des performances qui sont satisfaisantes. Donc Mandanda, en revenant, doit se cantonner à un rôle de doublure. Peut-être qu'il aurait pu, sur le long terme, regagner sa place, mais en fait, entre-temps,
McCourt rachète l'OM, a pour ambition de refaire de l'OM un grand club. C'est pas encore le cas, mais c'est toujours en cours. Champions Project en Payet, cours. le projet est en cours. Payet revient à l'OM dès le mercato d'hiver 2017 pour 30 millions, alors qu'il brillait à West Ham et que c'était peut-être sûrement là qu'il était à son prime. Et, et derrière, en fait, Mandanda, lui aussi, va commencer un petit peu à céder aux sirènes parce que la direction marseillaise va commencer déjà dans un premier temps à essayer de faire revenir des joueurs emblématiques des années précédentes, qui étaient aussi dans le cœur des joueurs. C'était une stratégie de l'OM à ce moment-là. C'est-à-dire, on fait un gros mercato, mais plutôt que d'aller tenter des joueurs qui ont une valeur qui peut-être est assez inconnue, en tout cas, on ne sait pas ce qui pourrait valoir à l'OM. Comme tu l'as dit, l'OM, c'est particulier. Mandanda, on sait qu'il a brillé. Payet, on sait qu'ils ont brillé, qu'ils sont adorés. C'est des valeurs sûres. Donc la direction marseillaise va pousser pour prendre ces joueurs-là. Mandanda, lui, derrière, il réfléchit pas deux fois et il retourne à Marseille. Et quelque part, c'est un peu vu comme une régression parce que tu pars dans un club pour t'imposer ailleurs en première ligue et finalement tu reviens dans ton club de toujours. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, on sait que Mandanda ne sera rien de plus qu'une légende de l'OM, de la Ligue 1, mais que ça n'ira peut-être pas plus loin, en tout cas au niveau européen. Maintenant, légende du football français, ça, c'est un autre débat. Parce que, parce que, comme tu l'as dit, si on pense à un gardien emblématique, on pense à Barthez. Mais dans ce cas-là, est-ce que ça veut dire qu'il y a seulement Fabien Barthez en gardien qui est légende du football français? Moi, je rajoute Loris. Je rajoute Loris parce Ah, que Lloris aussi, d'accord. je rajoute Loris et franchement, honnêtement, je te dis, moi, Coupé, ce n'est pas un scandale de le mettre dans la légende du football français. Pourtant, lui aussi, je pense qu'il est parti à l'étranger, il est parti à l'Atlético de Madrid. C'était pas le passage le plus marquant pour moi de Coupé dans le monde du football. Donc, pour moi, même là, en fait, Coupé a montré à Mandanda que même si tu rates, enfin raté, même si tu ne brilles pas autant à l'étranger qu'à domicile, en tout cas sur le terrain hexagonal, bah, en fait, tu peux quand même avoir. Moi aussi, c'est un peu ce qui me manque, un tout petit peu. Je vais être un peu dur, mais un tout petit peu avec Mandanda, c'est une domination. Moi, en tout cas, quand je pense à couper, je pense à domination pendant 7 ans au moins minimum en Ligue 1. Et Mandanda, c'est pas que. Après, chacun a son style, bien sûr. Mais j'ai l'impression que couper, c'est vraiment représente la froideur, le côté clinique, le côté gardien efficace, clinique. Là où, des fois, j'ai l'image de Mandanda qui est toujours à se plaindre à ses défenses parce il a encore ramassé un but de casquette, ou parce qu'il n'a pas été assez attentif, parce qu'il a eu des trous d'air. Il a eu des trous d'air. Ça, on peut pas le. Cette fameuse image à chaque fois qu'on voyait sur Canal en clair quand l'OM prenait un but là, hein. Ah, bah, tu vois, donc toi aussi, tu Le l'as. caméraman qui voulait faire. Oui, oui, forcément, oui. C'est l'image qu'on a de Mandanda sur cette dernière décennie. À chaque fois, c'est Ah. le but que l'OM prend en clair sur le match du dimanche soir et le caméraman de Canal qui fait un gros zoom sur la tête de Mandanda qui est fatigué, désespéré. Non, mais Voilà. Canal a du sang sur les mains, ça, c'est une certitude. Oui, oui, bien sûr. Mais du coup, est-ce que avec malgré toute cette histoire que tu as super bien relatée, est-ce que du coup, il peut quand même, selon toi, être appelé légende du football français aujourd'hui? Pour moi, oui, parce qu'en fait, contrairement à un Grégory Coupet qui a été dans une équipe de Lyon qui avait une hégémonie complète et qui a complètement surdominé le championnat de France pendant toutes ces années-là, qui était aussi accompagné par une défense, c'est-à-dire que l'équipe de Lyon a toujours été réputée pour être une équipe solide en fait, où tous les postes sont aussi forts les uns que les autres. Marseille, c'est pas trop ça. Marseille, ça a toujours été une équipe où globalement les joueurs offensifs, et on l'a encore vu là cette dernière année et au mercato qui vient de se passer, où à chaque fois on disait la priorité c'est la défense. Marseille a toujours su empiler de très bons joueurs offensifs, mais à chaque fois derrière c'était plus compliqué, sachant qu'en plus le style de jeu de l'OM a toujours été un jeu résolument vers l'offensive, porté vers l'avant. Je veux dire, Igor Tudor avait un style où il voulait justement beaucoup de verticalité avec un pressing très très haut. Sampaoli, c'était pareil. Lui, il jouait dans des compositions qui étaient en 3-2-4-1, c'est-à-dire avec trois défenseurs centraux, deux milieux centraux, dont un qui avait plus un rôle de 8, et puis ensuite une ligne de 4 avec deux ailiers et deux 10, et un attaquant de pointe. Non, mais c'était, C'est euh, marrant. c'était un style enfin, très, très porté vers l'avant. Bon, Marcelo Bielsa, j'en parle même pas. Lui, c'était complètement suicidaire. C'est-à-dire que lui, tout le monde devait attaquer et presser en permanence dans les 20 derniers mètres. Donc, forcément, c'est bien parce que ça fait du spectacle. Par contre, dès que tu perds la balle et que tu prends un contre, Hmm. ah là, c'est les portes ouvertes derrière. Donc, ce que je veux dire, c'est que Mandanda n'a pas non plus été dans des équipes où il a pu souvent être aidé défensivement.
Ça aussi, du coup, c'est un point. C'est-à-dire que forcément, on a moins cette image-là d'un gardien qui est juste solide, euh, bien aidé par sa défense. Moi, j'ai plutôt à chaque fois, justement, ce gardien qui brille en faisant des parades exceptionnelles, mais parce que souvent, il était malheureusement lâché par ses défenseurs. D'ailleurs, il l'a même lui-même dit un petit peu sur le ton de l'humour lorsqu'il avait été élu meilleur gardien en 2016 et où il avait, au trophée UNFP, dit je remercie également mes défenseurs d'avoir complètement lâché le marquage et de m'avoir permis justement de me montrer sur mes performances. Donc voilà, et donc je pense qu'il faut aussi remettre ça dans le contexte, c'est-à-dire que lui était dans un OM qui était bon, mais qui n'a jamais été l'équipe qui a dominé la Ligue 1 pendant plusieurs années, même s'il a quand même réussi à faire plusieurs podiums, à jouer le titre et à aller chercher un titre de Ligue 1, dans une Ligue 1 qui pour moi était aussi beaucoup plus homogène, parce que la saison où il va chercher la Ligue 1, cette période-là, un peu entre 2007 et 2011, jusqu'à l'arrivée du PSG Qatari, voilà, on a Auxerre qui fait un podium, on a le Bordeaux de Laurent Blanc, on a le Lyon de Claude Puel qui est un petit peu à la fin de ce règne, mais qui reste comme une équipe plus que solide, où il y a quand même Gomis, Pjanic, Lisandro Lopez et j'en passe, Michel Bastos, donc c'est quand même une équipe qui est incroyable et qui, sur le papier, peut en tout cas remporter le titre de champion. Il y a aussi le Lille, à ce moment-là aussi, qui est toujours là, le Lille de Rudy Garcia, donc c'était aussi dans une ligue qui était beaucoup plus homogène, où c'était beaucoup plus difficile d'avoir un club qui écrasait tout. Pourtant, il a quand même réussi justement à se démarquer. Bah, comme tu l'as dit, c'est aussi ses performances à l'OM qui l'ont emmené en équipe de France. Et, euh, et pour le côté campagne européenne marquante, euh, effectivement, il n'y en a pas eu beaucoup. Alors, ça Ah, vient ah. aussi du fait que malheureusement, les clubs français, ces derniers, voilà, c'est historiquement, en tout cas, c'est compliqué en Europe. Mais bon, c'est Mais il pas y en grave parce a que de un toute petit façon, peu. c'est pas grave parce que de toute façon, vous êtes à jamais les premiers. Ah non, non, c'est fini ça. Pardon. Oui, oui, bah c'est bien le principe, on ne sera jamais les premiers, c'est qu'on ne sera jamais les premiers. Donc, mais, mais, mais oui, oui, il y a effectivement peu de campagnes marquantes, mais il y en a quand même quelques-unes, dans le sens où, comme je l'ai dit, Marseille n'était pas un club qui a écrasé la Ligue 1 ces dernières années, qui n'était pas un club qui était en mode rouleau compresseur. Donc ça veut dire que niveau européen, c'était compliqué aussi d'être performant. Marseille, c'est un club qui, pour le coup, a toujours été un peu irrégulier en Coupe d'Europe. C'est-à-dire que soit c'est très satisfaisant, soit c'est très mauvais. Il n'y a pas vraiment cet entre-deux, de cette stabilité, de par exemple faire comme Paris faisait à une époque, c'est-à-dire tout le temps des huitièmes ou des quarts de finale, sans jamais aller plus haut, mais sans non plus se faire sortir en poule. Et Mhm. quelque part, oui, ça participe malheureusement à l'image qu'on se fait, bah, notamment par Grégory Coupet, qui était tout le temps là quand Lyon était en huitième ou en quart de finale de Ligue des Champions. Maintenant, Mandanda en Coupe d'Europe, il n'y a peut-être pas de campagne marquante. Il y a des matchs marquants. Il y a le match à Anfield en Ligue des Champions. Voilà, Mhm. c'est pas grand-chose, mais c'est déjà ça. Il y a un match face à Chelsea en Ligue des Champions. C'est pas grand-chose, mais c'est déjà ça. Et après, je dirais qu'il y a la campagne de l'OM en 2011-2012, donc la dernière année de Didier Deschamps, où Marseille, en phase de groupe, va être dans un groupe avec l'Olympiakos, Arsenal et Dortmund, va sortir des poules. C'est notamment le fameux match où Marseille part gagner au Signal Iduna Park 3 buts à 2 après avoir été mené 2-0. En huitième de finale, ils éliminent l'Inter. Et effectivement, ils vont jusqu'en quart de finale. Donc ce parcours-là, sur le papier, c'est pas grandiloquent, bien Non, ça sûr. va. On Je pense que l'accepte. oui, on l'accepte. Le PSG en rigolerait, mais pour Marseille, forcément, c'est déjà c'est bien. Et quand tu vois en plus les joueurs qu'il y avait à l'époque, oui, c'est encore c'est même Oui, très bien. Donc c'est vrai. euh, donc il y a cette campagne-là. Et si je veux pousser même un peu plus loin, je dirais qu'il y a aussi la campagne d'Europa League en 2018 où Marseille va Oui, en finale clairement. contre Là, oui. l'Atlético. Ouais, ouais, là, oui, c'est vrai. Là, actuellement, Voilà, enfin, j'avoue voilà. que parce que on se moque, enfin, plusieurs personnes peuvent considérer l'Europa League comme l'antichambre, en tout cas une division 2 européenne. Non, l'Europa League est une grosse compétition dans laquelle, justement, mon mandat a brillé aussi, et il faut le faire. Je veux dire, nous, en Belgique, du coup, voilà, on sait, je suis belge, hein, j'ai l'honneur d'être belge. Et donc, du coup, nous, on honore beaucoup Eden Hazard pour tout ce qu'il a fait, notamment son parcours en Europa League. Mais on Ouais. pourrait dire, bah voilà, il a fait ça en Europa League, mais en Ligue des Champions, quoi, il a gagné. Il a gagné avec le Real Madrid. Bon, on comprend, hein, entre guillemets, gagné. Il n'a pas vraiment joué Oui. ni pesé. Donc, il faut aussi accepter le fait que l'Europa League, c'est une compétition à part. L'Europa Conference League, c'est une compétition à part. Il faut le faire pour aller jusqu'en finale. Donc chapeau, Et chapeau. d'ailleurs tu fais bien de rebondir sur la Conférence League parce qu'il va également en demi-finale de Conférence League avec Marseille en 2022, l'année avec Sampaoli, où Marseille se fait Oh, éliminer contre le Feyenoord de c'est vrai, Rotterdam. c'est vrai. Donc effectivement, c'est pas grandiloquent, mais on va dire que
voilà, on va dire que Mandanda, en compétition européenne, fait un quart de finale de Ligue des Champions en 2012, une finale d'Europa League en 2018 et une demi-finale de Conference League en 2022. C'est À pas mal. Marseille. À C'est pas Marseille, mal. voilà. C'est pas Oui, mal. bah oui, oui, Franchement, forcément. Bah merci oui, pour bah oui. l'éducation. Mais est-ce que du coup, tu trouves qu'il ne souffre pas alors de la comparaison? Et du coup, ça me vient me poser la question finale. Euh, est-ce que, parce que du coup, quand on le compare à d'autres, effectivement, on pourrait se dire, ouais, mais c'est pas assez ce qu'il a fait. Il y en a qui ont gagné la Ligue des Champions. Il y en a qui sont allés loin en Ligue des Champions. Il y en a qui en sont allés loin en Coupe du Monde. Ok. Si maintenant on le comparait, du coup, dans la légende marseillaise, on s'arrête à Marseille. Est-ce que du coup, pour toi, c'est on va aller vite dans la réponse, mais le meilleur gardien de l'OM de l'histoire, devant Marthez. Et est-ce que c'est la plus grande légende même de Marseille? Voilà, deux grosses questions. Tout le peuple marseillais te regarde. Réponds correctement. Alors, c'est le joueur le plus emblématique, oui. Ok. C'est-à-dire qu'effectivement, bah, je crois, il a le record de cap avec l'OM. Euh, oui. Est-ce que c'est le joueur le plus emblématique? Je dirais quasiment. Euh, alors, Devant si tu me papa. demandes quel est bah, Jean-Pierre, si tu nous regardes, j'essaie de te défendre, moi. Jean-Pierre. Aïe, J'essaie aïe, de te aïe, aïe, défendre, aïe, aïe. Jean-Pierre. Aïe, 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 Jean-Pierre. aïe. Non, non, Jean-Pierre, c'est quelque chose. Non, Jean-Pierre, c'est quelque chose. Dans le JPP, là, aïe, 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 aïe. Non, lui, là, JPP. quand on lui faisait lui, là, des passes en cloche, là, qui reprenait ça, Lucas, aïe, aïe, aïe. Non, non, c'était quelque chose. Euh, non, la plus grande légende de l'OM, pour moi, c'est que mon avis, pour moi, c'est Eric Dimeco. Pourquoi? Parce qu'en fait, Papa, on oublie, mais Papa n'a pas gagné avec des champions avec l'OM. C'est vrai, c'est Papin a été l'année d'après. voilà, il a gagné l'année d'après avec Milan et en fait justement il est avec Milan quand Marseille la gagne. Donc il n'a pas gagné avec des champions avec l'OM. Et même quand il a gagné avec Milan, c'est en n'étant pas forcément titulaire. Donc c'est en ayant quand même un degré moindre. Il gagne le Pourquoi est-ce ballon que je dis d'or Eric avec le Di- Marseille. Il gagne le Ballon d'Or avec Marseille, effectivement. Donc c'est dire le niveau qu'il avait avec Marseille. Pourquoi est-ce que je dirais Eric Dimeco? Parce qu'en fait, Eric Dimeco, pour le coup, lui, a tout connu à Marseille. C'est-à-dire que Eric Dimeco, lui, c'est vraiment le minot du sud de la France, qui a grandi, je crois, à Arles, qui va arriver à l'OM en 1981. Donc il arrive à l'OM à l'époque où ils sont en deuxième division, avant le Mhm. rachat par Bernard Tapie. Il va également donc partir un petit peu en prêt à droite à gauche avant de revenir s'imposer à l'OM. Quand l'OM justement remonte en première division et qu'ensuite il commence à jouer les premiers rôles avec Bernard Tapie, il revient à l'OM. Il arrive alors que l'OM essaye justement de se constituer une grosse équipe pour aller chercher cette fameuse Ouais. Coupe d'Europe, lui arrive à se faire une place dans cet effectif de stars de l'époque et il va tout gagner. Il va enchaîner les titres de champion de France, donc je crois qu'il en a 4 ou 5. Ouais, ouais, je sais plus. 5 si on compte celui de Si on 93 qui compte après a été la retiré. comptable, ouais, ouais, Si on gratte bien le papier, qu'on gratte tout ce qui a été effacé. Voilà. Donc on va dire voilà, au moins 4. Forcément, toutes les campagnes européennes avec l'OM, c'est-à-dire la demi-finale en 90, non, la demi-finale en 88 en Coupe des Coupes, ouais. la demi-finale de Ligue des Champions en 90, la finale de Ligue des Champions en 91 et la Ligue des Champions qui gagne en 93. Donc lui, il a tout connu à Marseille. Mhm. Mhm. Contrairement à Papin, qui a été l'attaquant emblématique, voilà, mais qui, lui, est arrivé un petit peu après, c'est-à-dire que lui, il est arrivé vraiment au début du projet, et qui est parti avant que la fameuse Ligue des Champions soit remportée. Dimeco a tout connu. Il a tout connu. Donc pour moi, c'est vraiment le joueur emblématique, surtout qu'en plus, on va dire que la postérité parle pour lui, parce que je sais qu'il a également occupé des fonctions en tant que directeur sportif à l'OM au début des années 2000. Et puis voilà, c'est quelqu'un qui, de toute manière, il n'y a qu'à mettre RMC et l'écouter parler pour savoir que Oui, c'est bah peut-être oui. le meilleur ambassadeur que l'OM ait pu avoir Ah en bah ces oui, temps bah, difficiles. c'est ça en fait avec ce club passion et moi qui suis liégeois, bah, je supporte un autre club très passionné, très fervent qui est le Standard de Liège et on est très dans la passion. T'as pas besoin d'avoir, tu peux avoir gagné un Soulier d'or, du coup, ici en Belgique, du coup, pas le Ballon d'Or, mais Soulier d'or, on va dire le meilleur buteur ou même le meilleur joueur. Et pourtant, on va préférer quelqu'un avec qui on a une attache beaucoup plus forte. Là, tu parles d'un gars, effectivement, et moi, je kiffe ce genre de discussion. C'est vraiment, on rentre dans l'histoire d'un club. Et Dimeco, comme tu l'as dit, il a grandi à Arles. Enfin, c'est un mec de là-bas, quoi. Et effectivement, c'est un gars qui était un jeunot du club, c'est un des rares qui a réussi à s'imposer
malgré que qu'on ait acheté voilà, plusieurs joueurs. Forcément, ouais, bien sûr, c'est comme allez, toute proportion gardée, mais c'est comme un Presco, un Kimpembe, qui lui est vraiment un pur parigo. C'est vraiment un Mm, Parisien et il a réussi mm. à quand même, voilà, s'imposer au milieu de stars. Mais je retiens du coup que Dimeco, voilà, plus fort que Mandanda, enfin plus grand que Mandanda Oui, dans la oui, légende oui, marseillaise. Ok. Moi, oui. je mets quand même Papin pour tout ce qu'il a fait, mais voilà, je peux comprendre. Je peux comprendre que Dimeco, voilà, il y a une attache beaucoup plus forte. Et donc, du coup, par contre, on finit juste rapidement en quelques secondes. Meilleur gardien de l'histoire de l'OM, Barthez ou Mandanda? Meilleur gardien de l'histoire de l'OM, c'est Mandanda. Le plus emblématique, forcément, c'est Barthez. Parce que Barthez avait un style atypique, parce que c'était un peu les gardiens de l'ancienne génération, c'est-à-dire vraiment les gardiens des années 90, un peu à la Oliver Kahn, les Hmm. gardiens qui jouaient en casquette, qui étaient un petit peu, qui montaient parfois jusqu'au milieu de terrain, jusqu'au rang central. Enfin, c'était notre époque. Et surtout que, effectivement, il a marqué Marseille parce que bah, il gagne avec des champions, c'est lui qui est là. Mais au final, son passage, ses passages à l'OM, parce qu'il en a eu deux, Hmm. sont bien, mais si tu retires la Ligue des Champions, il n'y a pas grand-chose. Hmm. C'est un gardien d'un très bon niveau, mais qui, pour moi, en tout cas, à l'OM, n'a pas eu un meilleur niveau que Mandanda. Ok. Voilà. Après voilà, il était quand l'OM gagne la Ligue des Champions en 93, il est dans une équipe qui aussi a le niveau pour gagner la Ligue des Champions. Donc Ah, bien sûr. il est dans une équipe qui a un certain niveau. Oui. Mais voilà, pour moi, Mandanda, même s'il a il n'a pas en match référence une finale de Ligue des Champions, Hmm. a été beaucoup plus performant dans la durée, a eu peut-être aussi un petit peu moins de trous d'air. Et voilà, et comme on a dit, il a eu beaucoup plus de régularité puisque globalement, sur les 15 années qu'il a quasiment passé à Marseille, Marseille est un club qui jouait le podium chaque année, qui en tout cas tentait de finir sur le podium, parfois même jouer le titre quand il pouvait. Et voilà. Alors que Barthez, première saison, il gagne la Ligue des Champions et le championnat. Deuxième saison, l'OM ne gagne rien, ne joue même pas de Coupe d'Europe vu qu'ils sont exclus. Et je crois finissent deuxième du championnat, mais sont rétrogradés ensuite en deuxième division à cause de l'affaire de corruption. Troisième saison à l'OM, bah, c'est la saison en Ligue 2. Donc, il est champion de Ligue 2, mais en jouant contre, bah, voilà, contre les clubs de Ligue 2 de l'époque, donc Louan Cuiseau, Niort, Angoulême et j'en passe. Et vu que le club dépose le bilan à la fin de la saison, bah, finalement, Marseille reste en Ligue 2. Donc, lui, bah, il dit bah, là, je suis sympa, je suis venu jouer à l'OM une saison en Ligue 2, mais au bout d'un moment, je suis quand même un jeune gardien. Je suis en équipe de France, il faut que je pense à ma carrière. Donc, les Marseillais, ciao, on se Hmm. reverra bientôt. Donc, il s'en va. Et finalement, il revient en 2004. Et sur les 2 saisons et demie qu'il fait en revenant, bah Marseille ne finit pas sur le podium, ne gagne pas de Hmm. trophée. Il y Ouais. a l'épopée en 2004 avec Drogba en finale de Coupe UEFA, où c'est Barthez le gardien. Mais sinon, derrière, il y a rien d'autre. Il y a même une suspension de plusieurs mois après avoir craché sur un Oui. arbitre lors d'un match amical contre Casablanca. Donc, Là voilà, où, là où, c'est. là où Mandanda a été quand même assez exemplaire dans son comportement, Oui, il n'y a, totalement, y a totalement rien à exemplaire, redire par totalement rapport à ça. exemplaire. Donc, Donc bien sûr. voilà. Donc, pour moi, le plus emblématique, c'est-à-dire celui forcément qui déchaîne les passions, c'est Barthez, parce que c'est Hmm. c'est le personnage loufoque du livre. Hmm. Maintenant, dans le livre, celui qui a été le plus régulier, Hmm. c'est Mandanda. C'est Voilà. Mandanda, bah, tout à fait. Et ce Et sera selon, et là. selon toi, et selon toi, si tu as le Et temps sur selon moi, la minute qui c'est reste, la même chose, mais c'est l'inverse en fait. C'est-à-dire que pour moi, le plus fort. Mais tu sais, non, je crois qu'on va vraiment faire un épisode vraiment sur Marseille, parce que je pense qu'il y a tellement à dire sur l'histoire marseillaise, tout comme sur le Marseille de maintenant. Je pense qu'il y a vraiment à dire. Parce qu'en vrai de vrai, je pourrais dire la même chose que toi, tout comme je pourrais dire l'inverse. Aujourd'hui, je peux dire l'inverse, mais peut-être que demain, en réfléchissant, je vais me dire, non, en fait, c'est vrai que emblématiquement, enfin, c'est vrai que, enfin, en termes de qualité, pardon, c'est vrai qu'en fait, Mandanda est beaucoup plus fort. C'est juste que Barthez, on fait de lui une immense star qu'il a été, mais voilà, peut-être un peu trop. Dans tous les cas, dites-nous vous en commentaire ce que vous en pensez par rapport à ce qu'on vient de dire, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup à dire. Je vous promets, on reviendra avec un épisode sur Marseille, mais on va faire les top 5 sur et Marseille, l'histoire de Marseille et l'histoire du PSG. Et je te réinvite du coup, Polo. Si avec t'es OK, plaisir, avec plaisir. avec plaisir. Ben voilà, en tout cas, tout grand merci. Ce sera tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez sur YouTube, les réseaux sociaux. On est là et d'ici là, prenez soin de vous. Ciao. À la prochaine, les gars. Ciao.